Quelles sont les conditions de la jurisprudence? Il y en a deux. Il y a des conditions institutionnelles que vous avez déjà pu apercevoir, et puis des conditions intellectuelles. Les conditions institutionnelles, elles tiennent à ce tableau, elles tiennent à ce que ce tableau fait comprendre. Je reste sur l'ordre judiciaire, même si on peut dire la même chose de l'ordre administratif. Vous comprenez, vu au regard de la structuration de cette image, qu'il y a une hiérarchie. Il y a plusieurs étages. Number one, number two, et en haut, la Cour de cassation. Alors, il n'y a pas de hiérarchie au sens strict du terme. Je vous l'ai dit, le juge d'en bas n'est pas tenu de se conformer aux interprétations, à la jurisprudence du juge d'en haut, la Cour de cassation. Mais malgré tout, il y a un effet de hiérarchie. Et malgré tout, le fait qu'il y ait une hiérarchie institutionnelle, pas personnelle, le fait qu'il y ait une hiérarchie institutionnelle favorise le développement de la jurisprudence, c'est-à-dire favorise le fait que les interprétations données par la Cour de cassation, s'imposent aux juridictions qui sont situées dans les rangs inférieurs de la hiérarchie. Donc, le juge du tribunal judiciaire est libre. Mais parce qu'il appartient à une juridiction qui est de rang inférieur dans la hiérarchie, ce juge est de fait incliné, a de fait tendance à s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation. La hiérarchie institutionnelle favorise la consolidation de la jurisprudence. Mais il y a aussi des conditions intellectuelles. Bon, alors je vous casse encore les pieds avec notre philosophe, mais là, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste le titre qui m'intéresse. Vous arrivez à lire la doctrine du droit. Tous les grands auteurs de philosophie morale terminent le plus souvent leur travail métaphysique, philosophique, par un propos, et un propos très précis, sur le droit. Et c'est exactement ce que fait Kant après avoir écrit les fondements de la métaphysique des mœurs. Il dit, ben voilà ce que doit être un système juridique, et il rentre tout à fait dans le détail des règles qui est conforme aux principes que j'ai posés. Et il appelle ça la doctrine du droit. Eh bien, nous, juristes, essentiellement universitaires, nous faisons partie de ce qu'on appelle la doctrine. Alors ça sent un peu l'ancien, puis ça sent un peu le Vatican. Vous savez, au Vatican, il y a la congrégation pour la doctrine de la foi. Mais en fait, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'elle fait, cette congrégation ? Cette congrégation, elle a pour fonction de définir, enfin de contribuer à définir, dans le dogme de l'Église catholique, elle a pour fonction de définir des normes de comportement
dont on peut considérer qu'elles sont inspirées par les grands principes des évangiles, en tout cas des textes fondateurs de la religion catholique. C'est un travail de mise en cohérence, c'est un travail de mise en forme et de mise en cohérence de principes qu'on considère comme fondateurs, comme supérieurs. Alors nous, juristes, nous ne sommes pas des théologiens, mais le travail du juriste académique ressemble un peu à ce travail de doctrine. Et ça n'est pas pour rien qu'on désigne encore aujourd'hui le travail des académiques, des universitaires, donc mes collègues, moi, comme un travail de doctrine et comme appartenant à une instance assez mal définie, au contour un peu indéfini, qu'on appelle la doctrine. Alors pourquoi on l'appelle la doctrine ? On aurait pu dire la science, la connaissance du droit, les savants du droit. On dit parfois les jurisconsultes. Mais on dit non, on dit la doctrine. La doctrine dit que, quand un juge dit la doctrine dit que, en fait elle dit des universitaires disent que. Et elle dit la doctrine dit que, alors après elle décline, elle dit professeur machin dit chose, professeur truc dit autre chose, mais professeur X, Y fait la synthèse de ces deux propositions et on pense que c'est la bonne. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on dit doctrine et pas science ? C'est que le travail des auteurs académiques n'est pas un travail scientifique, n'est pas avec des pipettes, et notre objectif n'est pas de faire apparaître la vérité des choses. Nous ne sommes pas au sens propre des scientifiques. Le travail des académiques, de ces universitaires qui constituent, pas que, mais c'est eux qui constituent majoritairement la doctrine, ce travail des universitaires est un travail sans doute de connaissance, de mise au clair des normes juridiques, mais c'est surtout un travail de mise en cohérence de la jurisprudence, et c'est un travail critique au sens propre de la jurisprudence pour apprécier sa conformité aux impératifs qui forment l'idéal de justice qui sous-tend le droit. La jurisprudence et la doctrine sont indissociables. Il n'y a dans aucun système juridique qui donne une part importante au travail des juges, il n'y a dans aucun système juridique qui donne une part importante à l'œuvre prétorienne, comme on dit, prétorienne c'est l'œuvre des juges, c'est la jurisprudence, qui donne une part importante à l'œuvre prétorienne, sans assortir la constitution de la jurisprudence d'un soutien doctrinal. C'est-à-dire sans reconnaître à l'univers, généralement l'univers académique, une fonction de fait, quasi officielle, de consolidation et de critique de la jurisprudence. Et c'est un particularisme de la fonction universitaire dans le domaine du droit, et en cela le droit est proche de la médecine, qui est que, ça n'est pas l'unique fonction, qui est dans la fonction universitaire, il y a une fonction de participation à la constitution du phénomène juridique. Je vous parlais de Roubier tout à l'heure. Quand Roubier écrit en 1960 les principes du droit transitoire, on va dire les choses simplement, en jurisprudence, c'est le bazar. Nous avons des décisions de justice, écoutez là, nous avons des décisions de justice qui invoquent des grands principes, mais tout ça flotte et on ne sait jamais quelle sera à peu près la solution. Et Roubier, qui a travaillé des années sur le sujet, dit « Ok, j'ai réfléchi et à mon avis, voilà un système cohérent qui fonctionne et qui me paraît équitable et juste. » Ça marche. Et la jurisprudence de la Cour de cassation se met bien plus en ordre en suivant les principes de la doctrine Roubier. Mais il y en a plein d'autres, des exemples.
Et quand il y a une grande question de principe, alors ça, je vous invite à le faire, quand la Cour de cassation doit connaître d'une question de principe, j'avais l'exemple tout à l'heure des actes de torture et de barbarie, mais il n'y a pas que ça, eh bien, vous verrez qu'elle regarde ce que dit la doctrine. Et pour ça, je vous invite à le faire sur au moins quelques arrêts. Et ceux qui sont dans les fiches, par exemple, celui de 2019 sur l'histoire de la GPA. Vous allez sur le site de la Cour de cassation et vous allez voir qu'il y a, je fais une petite digression mais elle est importante, 2 documents, un qui s'appelle le rapport et un qui s'appelle l'avis de l'avocat général. En gros, ce sont les travaux préparatoires à l'arrêt. Il y a un juge qui s'est colté d'examiner le dossier, qui a pris toutes les références et qui présente le dossier. Et vous verrez que dans ce rapport, il y a un passage obligé sur ce que dit la doctrine. Que dit la doctrine? Et en considération de ce qu'elle dit, on se décidera. Donc, la doctrine sert, vous l'avez compris, à mettre en cohérence la jurisprudence et à en faire une analyse, parfois critique au sens propre du terme, en faire une analyse pour vérifier si elle s'intègre bien dans le respect, si elle est bien en conformité aux grands principes qui structurent notre système juridique. Alors on n'ira pas citer forcément Emmanuel Kant dans un commentaire d'arrêt, mais on citera l'impératif de dignité, qui par ailleurs a une valeur en droit positif. Donc, on ne va pas toujours faire de la philosophie, mais tout cela est à l'état latent. Quand on vous donne un exercice de commentaire, ce n'est pas pour vous casser les pieds. Si, mais aussi. Mais d'abord, c'est pour vous casser les pieds. Ensuite, c'est pour vous apprendre à lire du droit. Et troisièmement, c'est pour vous montrer ce que c'est que le travail doctrinal. Parce que les 3 choses qu'on vous demande dans un commentaire d'arrêt, c'est le sens. D'abord, ça veut dire quoi? Et le sens, c'est identifier s'il y a un revirement ou pas, si ça apporte quelque chose de nouveau. Donc, le sens, c'est ce qui attire l'attention sur le fait de savoir s'il va falloir s'interroger sur la permanence, la cohérence de la solution. La valeur de l'arrêt. On ne vous demande pas de vous dire ce que vous en pensez au comptoir d'un bar. Vous dites quoi? J'en pense quoi? Oh, c'est juste. Oh, c'est injuste. Non. C'est est-ce que c'est en cohérence avec l'environnement juridique? Et puis la portée, c'est est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que ça n'a pas des effets induits qu'on n'avait pas bien mesurés et qui vont mettre en cause des principes fondamentaux?